sommes très heureux de passer ces 3 jours en Israël. Et merci, Monsieur Foucault, pour nous avoir invités et nous accueillir dans votre maison ce soir pour pouvoir échanger quelques mots. Échanger quelques mots tout d'abord pour vous dire que c'est un vrai plaisir d'ouvrir sa fenêtre ce matin, puisque nous logeons dans le bel hôtel que vous connaissez bien, le King David, d'ouvrir la fenêtre, d'avoir le soleil et les murailles et le mur de la vieille ville. Vous ne vous rendez pas compte du bonheur que ça peut représenter. J'étais venu il y a 10 ans et comme le dit Linda, j'avais souhaité venir en tant que ministre de la Défense. Une fois ça a été annulé et puis la dernière fois que je devais venir, l'Élysée m'a expliqué, m'a déconseillé de venir. Quand l'Élysée vous déconseille de venir, vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc vous en tirez la conséquence pour ma part que mon premier voyage, lorsque la liberté m'aurait été à nouveau donnée de me rendre en Israël, pour moi ce déplacement est un déplacement symbolique important. D'un pays que j'aime, dans lequel j'ai des beaux souvenirs personnels, et donc heureux d'être ici dans ce lieu où toutes les passions s'exercent, qui a donné le meilleur de l'humanité, qui lui a permis de s'élever, où toutes les religions parlent d'amour, de fraternité, et qui pourtant ne trouvent pas les éléments de la concorde ici. Alors je suis là à la fois pour évoquer avec l'ensemble des autorités politiques, à la fois palestiniennes et israéliennes, la question israélo-palestinienne, bien entendu. Je vous en dirai quelques mots, et notamment ce que je ressens profondément, notamment compte tenu de mon expérience de ministre de la Défense depuis 3 années et demie. Et puis j'ai souhaité aussi consacrer une partie de mon déplacement à une chose très importante pour moi, qui est le modèle de développement d'Israël. Je pense qu'il peut beaucoup inspirer le modèle de développement français. Ce qui est absolument extraordinaire quand on veut bien percevoir les choses, c'est un pays qui a un effort de guerre considérable. C'est un pays dont les menaces, normalement, devraient éteindre tout développement économique et qui réussit la prouesse d'émerger économiquement au point que le PNB par habitant en Israël s'approche progressivement du PNB par habitant français. Et surtout, moi je l'ai vécu au moins dans le secteur qui était le mien, qui était la question de l'industrie de défense, avec un pays aujourd'hui capable de porter au sommet un certain nombre de secteurs industriels, et notamment par exemple le secteur de l'armement, où Israël talonne aujourd'hui l'industrie française, parce que en l'espace de 20 ans, par un effort d'innovation, de recherche, par un effort portant sur l'intelligence des hommes et des femmes, eh bien vous êtes arrivé, et Israël est arrivé à produire un modèle de développement qui, notamment sur l'imbrication de l'entreprise, de l'université, des centres de recherche, est absolument exemplaire. Et sur un deuxième point qui est majeur et qui pourrait beaucoup nous aider pour la France, qui est le financement de l'économie. Il y a, si j'en crois les notes qui m'avaient été fournies il y a plus d'1 an, il y a des modalités de financement de l'économie, de l'innovation, de la création d'entreprises qui sont absolument uniques. Et j'ai envie d'aller à la rencontre de cela pour éventuellement inspirer le projet politique qui sera le nôtre pour 2012. J'ai bien entendu mes préoccupations, comme vous, lorsqu'on est ici. La première que j'évoquais, c'est la question israélo-palestinienne. Vous connaissez les éléments, tous les éléments sont sur la table, je ne vais pas les rappeler. La seule chose que je voudrais vous faire partager, même si c'est quelque chose que vous entendez souvent, mais dont j'ai la conviction la plus profonde à travers les dizaines et les centaines d'entretiens que j'ai pu avoir en tant que ministre de la Défense depuis 3 ans et demi, c'est que cette question israélo-palestinienne, ce n'est pas simplement la question de la sécurité d'Israël, ce n'est pas simplement la question de l'existence d'un État palestinien indépendant et viable, c'est aussi la question c'est une question beaucoup plus large. C'est la mer, c'est le pivot central, c'est l'élément central et majeur qui conditionne la stabilité et la sécurité de la région.
La question israélo-palestinienne, elle dépasse largement la question des Israéliens et des Palestiniens. Elle est une question qui nourrit le terrorisme, elle nourrit l'intransigeance, elle nourrit l'intolérance, elle nourrit les fanatismes, elle sert d'alibi pour empêcher la résolution d'un certain nombre de crises politiques dans la région. Et elle nourrit la rue arabe. Et donc, moi, je suis intimement convaincu que cette question-là, qui doit être abordée avec beaucoup de pragmatisme, qui est en effet extrêmement compliquée, vous repreniez tout à l'heure, Monsieur Franck-Porteur, les mots du général de Gaulle que nous connaissons tous. Cette question-là est à la fois compliquée et en même temps, je suis intimement persuadé qu'elle trouvera plus rapidement qu'on ne le pense une solution. Pourquoi? Parce que nous, Européens, nous, Français, nous savons que de toute façon, il y a des éléments qui sont incontournables, et notamment un élément géographique, c'est que Israéliens et Palestiniens, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, sont destinés à vivre ensemble. Et nous, Européens, nous l'avons su aussi, puisque pendant des siècles et des siècles, nous nous sommes fait la guerre. Nous avons vécu aussi ces guerres civiles européennes, pour reprendre ce mot fameux de Victor Hugo. Eh bien, pour les Israéliens et les Palestiniens, il y a un destin commun. Je sais que ça peut déplaire de dire ça, je vois des yeux se lever. Eh bien, permettez-moi simplement de vous faire partager cette conviction, c'est que la sécurité d'Israël, j'en suis sûr de cela, la sécurité d'Israël, qui est un droit non négociable, que la sécurité d'Israël passe par l'existence d'un État palestinien. Je suis intimement convaincu qu'elle conditionne sa sécurité sur le long terme. Ce que je sais par ailleurs, c'est que elle conditionne aussi la résolution d'un certain nombre de crises dans la région. L'absence de résolution de cette question nourrit le Hezbollah. Elle nourrit l'absence de la non-réintégration de tel ou tel pays dans le jeu des nations. Et tout cela est une réalité. Et donc je pense profondément que cette question-là finira par se régler parce qu'un jour, des hommes de bonne volonté finiront par être à une même table pour trouver à la fois les conditions de l'existence pacifique d'Israël et de sa sécurité, tout en permettant aux Palestiniens de pouvoir vivre leur propre destin. La deuxième préoccupation pour ce voyage, c'est bien entendu l'évolution dans le Maghreb et le Mashrek. Je crois que peu de personnes avaient vu ce qui allait se passer. J'ai fait partie des rares, je le dis, qui ont 2 jours ou 3 jours avant la chute de Ben Ali, ont indiqué qu'il fallait probablement avoir une autre lecture que celle que nous avions nous en Europe, et en expliquant que pour moi, c'était aussi un message d'espoir. Le message d'espoir de jeunes ayant accédé à la qualification, ayant accédé à la formation, ayant accédé à des diplômes universitaires, qui ne se résolvaient pas à être simplement sans boulot ou avec des boulots dans le tourisme alors qu'ils avaient accédé à des qualifications et surtout qu'ils souhaitaient la paix, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et un régime non corrompu. Et moi je pense que la transition démocratique qui est en cours, elle est à la fois bien entendu source d'inquiétude pour nous tous. Est-ce que cette transition s'effectuera dans de bonnes conditions? Est-ce qu'en effet cela permettra l'émergence de pouvoirs civils démocratiques sur le long terme? Est-ce que en effet ces régimes seront capables d'être assez stables dans la durée? Mais je crois profondément qu'un régime démocratique, c'est un régime qui, sur le long terme, garantit la paix. Parce que quand on est une démocratie, on aspire plus que tout autre à la paix et à la sécurité. Et donc, je crois que cette transition-là, même si bien entendu elle est source d'inquiétude, ici comme ailleurs, elle est aussi pour moi un message d'espoir. Non,
le monde arabe, le monde musulman, n'est pas, comme certains veulent le soutenir, n'est pas déterminé à ne pas connaître la démocratie. Je pense que c'est un message, moi je trouve extrêmement positif, que celui que porte cette jeunesse qui souhaite accéder à la démocratie, à la liberté et à un régime non corrompu. Le troisième sujet, et d'ailleurs sur cette question-là, se pose bien entendu l'implication de la France et l'implication de l'Union européenne pour faciliter cette transition démocratique. Et permettez-moi de vous dire qu'en tant qu'Européen convaincu, je suis une nouvelle fois malheureux de l'absence, du silence de l'Europe pour favoriser la transition démocratique. L'Europe représente à elle seule plus de la moitié de l'aide au développement du monde. L'Europe a une capacité considérable compte tenu de son histoire, compte tenu de ses liens, compte tenu de ce destin commun, qui est le bassin méditerranéen. Je vous rappelle cette jolie phrase, puisqu'on en était aux phrases tout à l'heure, d'André Siegfried, qui évoquait la Méditerranée comme un continent liquide, et qui exprimait bien que le sud de la Méditerranée, c'était notre frontière, pour nous Français. Eh bien, moi, j'attends que l'Europe soit capable de porter une politique étrangère commune, capable de pouvoir peser de toute son influence et de son poids économique, et j'attends de l'Europe aussi qu'elle soit capable d'apporter son soutien à ces transitions démocratiques, et notamment un soutien en termes d'aide au développement, de stabilisation de la région. Troisième sujet, c'est bien entendu la question iranienne, qui est une question absolument centrale. Vous savez à quel point la France est terriblement, considérablement impliquée dans le combat que mène la communauté internationale pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Voilà, il y a une coopération très importante entre tous les pays. La Russie, désormais, ne fait plus de l'Iran un élément de discussion face aux États-Unis depuis l'élection de Barack Obama. Donc c'est rangé avec les Européens et les Américains dans ce combat. Les Chinois sont plus sur la réserve. On en connaît les raisons, c'est notamment des raisons liées à l'accès aux énergies. Mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y aurait rien de pire pour la sécurité de la région et la stabilité de la région que l'accès au nucléaire pour les Iraniens. Il est clair qu'on est très loin de ce que pouvait peut-être le programme nucléaire irakien. Sur l'Irak, il y a eu beaucoup de... Voilà, on a beaucoup exagéré. Il y a eu beaucoup d'intoxication, notamment américaine, sur ce sujet, ça sans aucun doute. Sur l'Iran, il y a au moins une chose qui est certaine, ce programme existe. La volonté des Iraniens est une volonté permanente sur les trois éléments qui permettent la construction d'une arme nucléaire, c'est-à-dire à la fois sur l'enrichissement de l'uranium, sur la construction d'un missile balistique et sur la tête qui permet d'emporter la charge. Et donc sur tous ces points, l'Iran progresse, et il faut qu'il y ait une pression internationale, notamment une pression économique très forte, pour faire en sorte que le peuple iranien fasse entendre raison au président Ahmadinejad. Et puis, bien entendu, la quatrième et dernière préoccupation, c'est celle que j'ai connue lorsque j'étais ministre de la Défense, c'est la libération de Gilad Shalit. Je rencontrerai ses parents demain. Voilà, j'espère, comme tous nos compatriotes, que Gilad retrouvera et recouvrira la liberté dans les mois qui viennent. Ça fait 1700 jours, et c'est 1700 jours de trop. Et donc j'espère que Gilad Shalit pourra retrouver la liberté rapidement. Voilà, mesdames et messieurs, en introduction, ce que je voulais vous dire, les raisons de mon déplacement, à la fois adresser un message d'amitié à Israël, comprendre la problématique régionale, avoir ces entretiens de haut niveau avec l'ensemble des responsables politiques israéliens, et en même temps participer à
la construction d'un projet politique pour la France à travers l'expérience d'une très belle réussite économique qui est la réussite israélienne. Enfin, permettez-moi de terminer par un mot de conclusion. Nous allons avoir des débats, un mot de conclusion plus hexagonal. Nous allons avoir un débat sur la laïcité en France. J'ai le sentiment que à travers ce débat, nous allons courir parfois derrière des candidats sans que nous n'ayons aucune chance de les rattraper. Je pense profondément que c'est en étant campés sur nos valeurs et nos principes et en regardant les choses en face, bien entendu, sans ignorer la réalité, qu'on a plus de chances de pouvoir combattre les choses qu'en allant courir derrière les autres, parce qu'on est d'autant moins crédible quand ça fait plusieurs années qu'on est au pouvoir pour tenir un discours tout d'un coup radicalement différent, tout du moins pour aller vers celle qui progressivement devient une vraie alerte pour la démocratie française. Et ce que je sais, c'est que à travers la question de la laïcité, elle se pose pour toutes les communautés religieuses. Elle se pose, bien entendu, pour l'islam. Et je reste, moi, intimement convaincu que ce que demandent les musulmans de France, c'est d'abord d'être considérés comme des Français comme les autres. Et elle se pose aussi pour la communauté juive, qui a le droit de vivre en paix, mais aussi en sécurité, sa religion et sa foi. Parce que c'est ça le principe de laïcité. La laïcité, ce n'est pas le combat des religions. C'est une laïcité ouverte, et c'est une laïcité qui garantit la liberté de conscience, qui garantit la liberté de culte, qui garantit la liberté de la foi, et en quelque sorte, c'est la meilleure protection. Et cette protection, elle doit être assurée pour toutes les communautés, pour toutes les religions, et non seulement pour les religions chrétiennes, mais aussi pour la religion musulmane et aussi pour la religion juive, parce que je n'ai pas oublié non plus ce qui avait amené un certain nombre de compatriotes au début des années 2000 à quitter la France pour rejoindre Israël. Donc, mesdames et messieurs, voilà le message que je voulais vous porter en introduction de notre débat. Je vous remercie.